Bien, bonjour à tous. Nous poursuivons avec vous ce voyage tout au long de la journée dans une époque formidable. Et là, on va évoquer le thème de la jeunesse. On va le faire avec Audrey Richard. Bonjour Audrey, merci beaucoup Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes DRH dans une structure qui s'appelle UP-COP, et COP, ça veut dire beaucoup. Coopérative, c'est le groupe UP, Voilà. que vous connaissez peut-être sous son ancien nom, les chèques déjeuner. Ah, ok, très bien. Ok. Et puis, on reçoit bien évidemment aussi Frédéric Dabi. Vous êtes alors, si j'ai bien noté, analyste politique français, directeur général de l'IFOP, directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, spécialiste en sociologie politique et analyse des comportements. Bonjour Claude, bonjour à tous et toutes. Merci pour votre invitation. Alors, vous avez vu, oui, je vais peut-être le montrer comme ça. Je me suis beaucoup appuyé sur le livre que vous avez sorti, Frédéric, en 2021, autour du thème de la fracture. C'est un peu ce qui va guider effectivement notre réflexion. On va essayer, le livre est très riche, il y a plein de choses et je vous encourage vraiment à le parcourir. C'est aussi le regard d'un institut de sondage, mais c'est aussi le regard du sociologue. Et ce croisement me semble particulièrement intéressant. On va essayer de travailler, si vous voulez bien, en deux temps autour de ce thème. Et puis, rassurez-vous, j'ai horreur du syndrome des chaises vides, mais elles vont être remplies très très rapidement parce que 3 étudiants qui représentent toute une promotion ont accepté de travailler à partir de ce bouquin et vont nous amener, nous, à réagir à leurs propos sur ce que nous avons dit sur eux. Voilà. Alors, je voudrais qu'on démarre tout de suite autour de ce titre. Jeunesse, je t'aime moi non plus. Frédéric, est-ce que finalement c'est toujours ça? C'est-à-dire que, allez, on a été jeunes, on a connu le conflit des générations, etc. Est-ce que c'est une continuité ou est-ce qu'avec l'accélération des choses, on est dans une fracture, certainement, mais dans une rupture? Alors, il y a beaucoup de questions. Jeunesse, je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus, c'est une chanson de Serge Gainsbourg. C'est pas du tout le sous-titre de ce livre. Alors, c'est vrai que c'est pas jeunesse, je t'aime moi non plus, je dirais, c'est jeunesse, j'ai du mal à te saisir, j'ai du mal à te comprendre. Le point de départ de ce livre, c'est un sondage IFOP qui m'avait terriblement, on va le dire, on est entre nous, choqué, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, cet événement que les Français ont tous en tête, qui est un véritable événement traumatique. Une enquête IFOP pour le magazine Marianne avait révélé que 31% des jeunes âgés de 18-30 ans, alors c'est une minorité, mais 31% dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de monde, considéraient que Samuel Paty avait eu tort de montrer des dessins, des caricatures pour illustrer la liberté d'expression. Et de ce point de départ, qui est, bien sûr, ce n'était pas du tout fait partagé par l'ensemble des Français. Et de ce point de départ, je me suis rendu compte, pour essayer de comprendre, je cherche à comprendre la phrase de Monod qui me guide assez souvent, je me suis rendu compte qu'on avait, non pas à dire je t'aime moi non plus, c'est vrai qu'on a tous été jeunes, on a la nostalgie, les plus âgés ont très rapidement, les plus âgés ça commence dès après 35 ans, le c'était mieux avant, je ne retrouve plus la jeunesse que j'ai connue. On a du mal à se saisir de cette jeunesse. Premièrement parce qu'elle n'est pas un bloc homogène, monolithique. Quelle différence entre un lycéen lyonnais, un étudiant du Rhône, un demandeur d'emploi, un créateur de start-up, etc. Et parce qu'on la saisit mal, on ne fait que lui associer des épithètes, génération Greta Thunberg, génération offensée, génération Covid, c'est aussi un des points de départ du livre. Est-ce que la phrase d'Emmanuel Macron, il est dur d'être jeune, il est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui, était une réalité ou une sorte de fantasme, on ne fait que on ne la comprend pas. Et c'est vrai que à travers ça, et parce que dans ma pratique professionnelle, j'ai vu monter sur énormément de sujets, d'abord des nuances, puis des clivages, puis des fractures générationnelles, j'ai essayé de voir quelles étaient. Le titre du livre, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure en coulisses, et peut-être avec du recul insatisfaisant. Est-ce que c'est la fracture ou c'est les fractures? J'ai essayé de montrer une triple fracture, des fractures au sein de la jeunesse, qui, je le répète, même si le Covid a beaucoup homogénéisé le regard des jeunes,
la jeunesse est quand même extrêmement diverse. Deuxième type de fracture, c'est ce que je disais pour l'exemple extrêmement ultime de l'affaire Samuel Paty, les différences de point de vue entre les jeunes. Alors quand on dit jeunes, c'est les 18-24 ans, ça peut être les 18-23 ans quand on parle des primo-votants, ça peut être les 18-30 ans et les autres et leurs aînés. Et puis surtout, parce que l'IFOP est un vieil institut de sondage, il a été créé en 1938, c'est le plus ancien institut français. J'ai eu la chance de disposer, parce que on va se parler également franchement, un sondage, c'est pas la vérité. Un sondage, c'est pas la réalité. C'est une perception du réel qui est, selon moi, plus fiable qu'une conversation dans un bistrot, qui, selon moi, est plus fiable que des tweets ou des posts Facebook, parce qu'il y a la notion de représentativité, mais ce n'est pas parfait. Et grâce à l'ancienneté de l'IFOP, j'ai pu confronter les fractures des jeunes par rapport à ce que nous disait. Alors voilà, c'est un travail longitudinal Voilà. qui date des années 70. Des années 50. La première enquête auprès des jeunes a été faite par l'IFOP en 1957 pour le magazine L'Express, et ça va parler à beaucoup d'entre vous. La patronne de l'Express de l'époque, qui s'appelait Françoise Giroud, avait forgé le concept de nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est pas la chanson, c'est pas le cinéma, c'est d'abord la manière de parler des jeunes. Et l'IFOP a fait cette enquête tous les 10 ans, en 57, en 68, en 78, en 88, en 99, et elle n'avait pas été refaite depuis 20 ans. Et pour moi, la force de ce livre, et ce qui permet de dire, ce n'est pas que des sondages, c'est comparer cette jeunesse par rapport aux jeunesses passées. Et là, effectivement, il y a des fractures. Voilà, alors on va évoquer quelques aspects, parce que le livre est très riche, je le disais, mais peut-être en deux mots, et puis je poserai la question aussi à Audrey. Vous dites qu'il y a des fractures, mais il y a des continuités, où il y a des éléments communs. En quelques mots, qu'est-ce qui la caractérise selon vous, selon l'étude que vous avez faite? Qu'est-ce qui caractérise cette jeunesse aujourd'hui? Moi, ce qui me frappe, c'est, on va dire, trois choses, trois mots. D'abord, le mot choc. C'est une jeunesse qui n'a fait que encaisser des chocs depuis plusieurs années. Le choc terroriste, on oublie que le profil des victimes des attentats de Paris du 13 novembre des terrasses, ce sont des jeunes, ce sont pour la plupart des jeunes, et les jeunes ont ça en eux, si je puis dire. Ils ont connu le choc du climat, puisque jamais on a eu une jeunesse aussi inquiète, aussi éco-inquiète, aussi consciente de la vulnérabilité de notre planète. Dans la première enquête Nouvelle Vague, en 1957, on avait un tiers des jeunes qui déclaraient vouloir ou pouvoir mourir pour la France. Dans l'enquête de 2021, on l'a fait au mois de février, on avait presque un jeune sur quatre qui déclarait prêt à mourir pour le climat. Ne prenons pas les résultats au pied de la lettre. Bien sûr, personne ne se jette par la fenêtre, je l'espère, sur cette question, mais ça en dit long sur cette inquiétude et bien sûr, choc du Covid. Le deuxième mot qui, pour moi, caractérise cette jeunesse, c'est pour ça que le livre a permis de ne pas tout peindre en noir, si je puis dire. C'est une véritable résilience de cette jeunesse. Oui, l'indicateur de bonheur a chuté de 27 points par rapport à 1999. Oui, le fait d'avoir le sentiment de vivre dans une époque de chance a chuté de 36 points. J'attire votre attention sur ces évolutions absolument inédites. C'est rare quand dans un sondage, quand j'annonce à un homme politique qu'il a perdu 5 points dans un sondage, c'est la fin du monde. 36 points, ça montre qu'il s'est passé quelque chose, les chocs dont je parlais. Mais pour autant, on a une jeunesse résiliente. On a une jeunesse qui a très vite tourné la page Covid, une jeunesse qui se projette, et notamment sur la question du travail, de manière très positive. C'est le deuxième mot. Pour moi, ça reste, même si c'est un mot qui est maintenant un petit peu galvaudé, c'est ce mot de résilience. Le troisième terme, moi je trouve que c'est la colère. Il y a une colère mêlée peut-être d'indifférence chez les jeunes. Colère vis-à-vis du politique, qui ne fait plus son travail de transformer la société, de changer la vie. Il y a quelques mois, c'était le premier tour de l'élection présidentielle, et 41% des moins de 25 ans, ça n'était jamais arrivé, n'ont pas voté à l'élection présidentielle. Il n'y a pas de fatalité de l'abstention des jeunes. Il est arrivé en 81, en 95, en 2007, c'était pas il y a si longtemps que cela, que les jeunes aient voté autant, voire plus que l'ensemble des Français. Et puis, colère sur la situation, sur deux grands enjeux, la situation de la planète d'un côté, on va peut-être y revenir, et la question des inégalités et des discriminations. Donc c'est une jeunesse qui est bien sûr diverse, kaléidoscopique, mais qui pour autant présente des traits saillants. Alors,
Audrey, de la place qui est la vôtre, hein, de la professionnelle, vous vous accueillez, vous êtes au titre de président de la NDRH, vous avez un groupe de travail de jeunes DRH qui travaillent avec vous. Quel regard vous portez et qu'est-ce qui la caractériserait selon vous? Alors, donc, bonjour à tous. Moi, je vais prendre mes deux casquettes. En tout cas, mon propos va être éclairé avec mes deux casquettes. Mon rôle de DRH chez UP et mon rôle de présidente à l'ANDRH. Donc, on a certains membres dans la salle, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc l'Association nationale des DRH. Et on est à peu près 5500 membres. Et à nous tous, on représente un peu plus de 12 millions de salariés. Voilà. Et donc, moi, je parlerai des jeunesses, et on va le voir pourquoi. Et aujourd'hui, ce que nous, on voit dans les entreprises, ce qu'on constate, ce qu'on ressent, et alors encore plus aujourd'hui avec notre contexte pénurique qui se voit dans tous les secteurs de l'entreprise, sur tous les métiers, on parle beaucoup de sens. Tout le monde parle de sens aujourd'hui, la recherche de sens sur ces jeunes générations. Maintenant, je voudrais vous éclairer, ou en tout cas vous apporter une citation d'un poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ, Hésiode, qui disait, et on parlait déjà de sens à ce moment-là, « Cette jeunesse est insupportable, sans retenue, simplement terrible. Notre monde atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent pas leurs parents. » Voilà. Donc aujourd'hui, on s'interroge sur le sens, on s'interrogeait il y a fort longtemps sur ce sens également. Aujourd'hui, quand on regarde, quand on tape sur Google, marque employeur, attirer les talents, puisque c'est l'essence même de l'entreprise aujourd'hui, faites l'exercice, mais en 55 secondes, on se retrouve avec 3,6 millions de résultats sur le sujet. Et donc, moi, je me suis interrogée là, sur cette notion de, finalement, marque employeur. Alors, est-ce que pour tout le monde, c'est clair, cette notion de marque employeur? Justement. Cette notion de marque employeur, je me suis interrogée sur est-ce que c'est une conséquence, est-ce que c'est une cause, voilà. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à regarder de cela. Et l'entreprise aujourd'hui, finalement, on peut prendre peut-être une autre citation. On cherche tous le talent. Mais finalement, le talent, quand on regarde la définition de ce mot, il s'agit de personnes qui ont un don particulier, une aptitude particulière. Est-ce que dans nos salariés, dans les personnes dont on s'occupe dans nos entreprises, est-ce que tout le monde a un don particulier, cette aptitude particulière? Je ne suis pas sûre. En revanche, ce qui va être important, c'est l'envie. L'envie d'aller dans une entreprise, l'envie de s'investir dans une entreprise, l'envie de se dépasser dans une entreprise. Et moi, je m'interroge davantage sur l'envie. Est-ce qu'on est capable de donner cette envie? Donc, on le verra un peu plus loin, je vais développer. Mais est-ce que dans nos entreprises, on est capable de donner cette envie pour attirer ces personnes qui ont envie de faire un bout de chemin avec nous? Donc, finalement, vous inversez ma question. C'est-à-dire, vous dites c'est à l'entreprise de créer les conditions pour... Aujourd'hui, c'est le constat que je fais par rapport à cette jeunesse ou ces personnes qu'on a envie de faire venir chez nous. Voilà, à ce stade. Alors, il y a un premier élément. Merci de dresser un petit peu les points que nous allons évoquer. Il y a quand même quelque chose d'assez caractéristique dans votre livre que j'ai nommé sous une forme de, je dirais, d'ambivalence. C'est-à-dire qu'on voit une jeunesse, vous le disiez, globalement désenchantée, et chose assez nouvelle, vous l'avez un petit peu évoqué, qui ne croit plus à sa capacité de transformer le monde. Hein, dans les années 70, 80, on se disait, ouais, je vais y aller et je vais changer le monde. Elle n'a plus cette velléité. Mais en même temps, et vous l'évoquez aussi Audrey, elle a une très forte confiance de ce point de vue-là en elle, dans sa capacité d'agir, dans sa capacité à être résiliente, à surmonter les problèmes. On la sent plutôt sur une approche beaucoup moins collective. Alors je ne sais pas si l'opposé d'ailleurs de collectif c'est individuel, c'est plutôt dans des logiques de projet, dans des logiques d'équipe. C'est un peu ça, c'est une jeunesse finalement peut-être face à toutes ces incertitudes qui ne sait pas trop où elle en est.
Vous avez résumé le livre beaucoup mieux que je ne l'ai écrit. Certainement pas. Bravo Claude. Non mais c'est vrai, il y a un mot que je n'ai pas écrit dans mon livre, mais j'aurais peut-être dû l'écrire. C'est le mot, l'adjectif américanisé. Peut-être qu'on a une jeunesse qui s'américanise. C'est-à-dire qu'on a effectivement, suite au choc que la jeunesse a encaissé, une sorte d'inquiétude collective, de malheur collectif, mais une très forte croyance individuelle. Que montre le livre sur le rapport aux politiques, le rapport à l'État, le rapport en la France? C'est la première enquête Nouvelle Vague, c'est le nom de ces enquêtes, où le sentiment de déclin de la France est majoritaire chez les jeunes. Ça n'était jamais le cas. C'est la première enquête Nouvelle Vague par rapport à celle de 99, où l'idée de dire la France a beaucoup d'atouts a perdu 27 points par rapport à 99. Alors 99, pour ceux qui s'en souviennent, c'est une période de croissance, c'est une période où Internet commence, où la jeunesse voit le monde qui s'ouvre à elle. C'est une période politique, si je puis dire, pré-macronienne, où les Français sont assez contents. Ils disent, bah, on a peut-être le meilleur de la droite à l'Élysée, c'est Jacques Chirac, on a le meilleur de la gauche à Matignon, c'est Lionel Jospin et sa Dream Team, comme on disait à l'époque. Bon, les choses ont bien sûr changé après, mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises, dans le livre, on voit que le collectif, ça ne marche plus, et l'engagement de la jeunesse, que c'est une jeunesse qui est peut-être dépolitisée, mais elle n'est pas désengagée, se fait à titre individuel. Il y a un verbatim d'un entretien que j'ai fait où une jeune fille dit « Qui mieux que moi peut faire avancer la planète ?» Les jeunes ne sont pas sur une logique de « on va vider la mer avec une petite cuillère en agissant de manière collective ». En agissant de manière individuelle. Oui. Au contraire, ils sont à croire en cette action individuelle. Il y a aussi un fait, si je puis dire, historique. Cette jeunesse, j'ai interrogé des 18-30 ans, n'ont pas de mémoire visible d'un mouvement collectif, d'un mouvement social, qui a réussi. La jeunesse qu'on interroge dans les années 80 sort des mobilisations contre la loi de Vaquet. La jeunesse des années 70... 86, donc oui, on a interrogé 2 ans après. C'était le dernier mouvement social où la jeunesse est comment dire, impliquée et le mouvement réussi, c'est le CPE. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, contrat première embauche, c'était au printemps 2006. Donc, d'une part, cette jeunesse voit l'échec, non pas de faire avancer les choses, c'est on ne lui donne plus les moyens de voir les choses avancer grâce à la sphère politique. Et c'est l'idée que le politique qui changeait la vie, qui transformait les citoyens. Alors, il y a un regard moins sévère sur les élus locaux et les politiques locales, mais il y a ce spectre-là. Cette jeunesse croit plus en l'individu et faire avancer les choses. Pour autant, est-ce qu'elle est vraiment désenchantée? C'est une jeunesse qui, comme je le disais, est quand même résiliente et puis qui a des causes. Elle va avancer un peu comme le mode projet, peut-être que vous allez en parler, dans les entreprises, sur des causes auxquelles elle croit, le climat, les inégalités. Alors je fais juste un aparté, si vous voulez bien, Audrey. Vous avez entendu Charles Pépin tout à l'heure sur la vertu de l'échec. Vous nous évoquez quelques petits sujets sur effectivement des situations un peu complexes, mais on va essayer effectivement d'en tirer des leçons et de voir comment on peut rebondir. Alors, je disais tout à l'heure, effectivement, votre entreprise est une entreprise coopérative. Et ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, que ces générations-là rentrent bien dans une logique ou dans un modèle coopératif ? Je vais répondre, mais je vais rebondir aussi sur ce que vous avez souligné, parce qu'on s'interroge sur l'individualisme, le collectif. Ce qui s'est passé pendant le Covid, et les DRH qui sont avec nous le savent fort bien. Pendant la période, ces moments de crise, dans l'entreprise, alors que notre job, c'est d'organiser le collectif, on a vraiment mis le curseur sur comment je gère les problèmes individuels, parce qu'on était en état de crise. Et après le Covid, il a été très difficile de remettre le curseur du côté du collectif, vraiment, alors que c'est un enjeu pour le fonctionnement des entreprises. Voilà. Donc déjà, ça c'est un point vraiment important, parce que
Oui, le monde du travail a été complètement chamboulé, l'organisation, la flexibilité, etc. On y reviendra. Mais ce sujet de je cherche le collectif en entreprise, voilà, il s'organise avec les partenaires sociaux, etc. En même temps, là, la question est intéressante parce qu'on s'aperçoit que tout ce mouvement qui semblait nous dire, vous allez voir, c'est le télétravail qui va prendre le pas collectivement, et puis éventuellement, on viendra de temps en temps faire le point dans l'entreprise. On a l'impression que la tendance est en train de s'inverser. C'est-à-dire le désir ou le besoin ou l'envie d'être ensemble semble revenir, non? Pas sûr? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Après, il y a un équilibre à trouver dans chaque entreprise et c'est bien en discussion avec les partenaires sociaux que l'équilibre se trouve. Mais pour retourner vers la coopérative, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, il me semble qu'aujourd'hui, on a 500 en France entreprises qui vont vers les entreprises à mission pour vraiment montrer que l'entreprise s'intéresse à la société et agit avec authenticité réellement sur ces sujets-là. Ça donne un éclairage sur, finalement, on va chercher autre chose que le travail dans nos entreprises. Et le groupe UP, en effet, en son cœur, est une coopérative. Après, c'est un groupe de 3500 collaborateurs dans une vingtaine de pays. Mais en France, c'est une coopérative. Et en effet, on peut se demander, finalement, est-ce que ça change quoi de travailler dans une coopérative? Finalement, ça change tout. Ça change tout. Déjà, l'entreprise a été créée par des leaders syndicaux, par 3 leaders syndicaux. Donc, ça donne... Donc déjà, c'est un peu singulier et ça donne une touche particulière et l'histoire va le montrer. C'est une entreprise où chaque personne, chaque salarié est totalement égal. Le collectif, chacun a le même poids dans le... Ouais, un homme, une voix, mais chacun a le même poids dans les décisions qui sont prises dans l'entreprise. Le conseil d'administration est composé de salariés. Donc la gouvernance est différente, l'échange d'informations est beaucoup plus sur de la transparence d'informations. Donc très intéressant et cela amène à recruter des personnes qui sont sensibles aussi à ces notions-là. Et on se rend compte que les sujets autour de l'engagement, de l'entraide sont l'essence même de l'entreprise, en fait. Alors la question qu'on pourra se poser, c'est est-ce que c'est généralisable effectivement à l'ensemble des entreprises? Mais puisqu'on vient au monde de l'entreprise, ça va être effectivement le deuxième thème. Dans un article que Denis Lafay publié dans la Tribune, titré La jeunesse prend le pouvoir, il rajoutait Alléluia, il nous dit que on a l'impression d'avoir un inversement de rapport de force avec les entreprises, avec une jeunesse qui est exigeante, lucide, cohérente avec ses valeurs et qui est prête à répondre aux défis que lui soumet l'entreprise. Mais en même temps, et parce que vous l'avez évoqué, en évoquant les entreprises à mission, elle est en même temps un petit peu méfiante, hein. Je citerai simplement toutes les interrogations qu'on peut avoir par rapport à la RSE, à ce qu'on va appeler le greenwashing, etc. Donc, j'ai l'impression que c'est une jeunesse à la fois engagée, mais très lucide et dubitative parfois. Je partage totalement. En fait, ce qu'on voit, c'est que on parle, tout à l'heure je l'évoquais, on parle de sens, on parle de, Claude, vous l'avez signalé, de recherche d'inclusion, de recherche d'entreprises qui travaillent sur l'environnement, oui, sauf que. Et vraiment, on a été voir ce que souhaitaient les salariés dans la recherche de leur entreprise. Et cette fois, moi, j'ai été voir ça. Et je n'ai pas été voir ce que disent les RH. Parce que, voilà. Et il y a des différences. Et au final, quand on regarde ce qui se passe, les résultats de ces enquêtes en France, en Europe, sur l'ensemble des continents, ce que les salariés cherchent avant tout, c'est une proposition de valeur, un salaire, des avantages assez larges. C'est ça qui ressort en premier. Vraiment. On voit après les sujets autour du télétravail, de la transition environnementale, de l'inclusion, oui, mais
ce qui ressort, après on verra avec nos étudiants tout à l'heure, oui, mais ce qu'on on voit vraiment dans les attentes, c'est on attend des entreprises qui soient à la hauteur en termes de rétribution large. Et rétribution large, ça veut dire un salaire au niveau du marché, ça veut dire un fixe, ça veut dire un variable à la hauteur des attentes et des résultats, et ce qu'on appelle, pour ceux qui sont un peu familiarisés, des perks, des avantages qui vont faciliter l'équilibre vie professionnelle, qui vont faciliter le bien-être, qui vont faciliter la progression, l'évolution personnelle, qui vont s'intéresser à des sujets très très larges qui arrivent dans l'entreprise. On ne connaissait pas ça avant. Je pense vraiment que c'était l'impact aussi du Covid, mais ça a été très 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 élargi. Et ce qui se passe, c'est que dans nos entreprises, et moi je m'inclus bien évidemment dans cela aussi, mais est-ce que notre proposition vis-à-vis de ces jeunes ou de ces moins jeunes d'ailleurs, est-ce que le principe d'excellence, est-ce que tout est vraiment totalement clean, totalement fait parfaitement? Et je vais prendre un exemple. En tant que citoyen, mais en tant que citoyen de consommateur plutôt, on choisit une paire de chaussures qu'on voit d'en haut, en bas, en 3D, en 2 clics, elle est à la maison le lendemain. Je fais juste le rapprochement avec un candidat qui postule. Est-ce qu'il supporterait d'avoir en tant que réponse, eh bien merci d'avoir choisi ces chaussures. On vous répondra d'ici 3 semaines lorsque éventuellement on regardera votre commande et puis on garde votre potentielle commande et on en reparle dans 3 mois. Il veut une réponse immédiate. Voilà, le candidat c'est juste pareil. Et en interne, l'ensemble de nos phases RH, process RH, ou en tout cas de nos sujets RH, sont-ils vraiment totalement clean? J'interroge. Alors, juste pour peut-être vous demander de réagir assez rapidement, j'avais noté une phrase qui est peut-être un peu différente de ce qu'évoque Audrey. J'avais noté une phrase qui disait finalement on a une jeunesse qui veut passer de faire carrière à réussir sa vie et aujourd'hui à prendre soin d'elle. Est-ce que ça se retrouve dans ce que vous avez Complètement. Dans notre enquête Nouvelle Vague, pour la première fois, on a un chiffre qui dépasse 90% sur la phrase « Pour réussir personnellement, j'ai besoin de réussir professionnellement ». La jeunesse, plus que par le passé, mêle les 2 sphères, veut passer d'une sphère à l'autre. Il y a un chiffre anecdotique, mais que je trouve absolument symbolique. On demande aux jeunes s'ils sont d'accord avec la phrase suivante, mes collègues sont également mes amis, ils sont une majorité à dire oui. Le livre s'appelle, alors nous on a connu quand même cette étanchéité entre vie professionnelle et vie personnelle. Dans une enquête IFOP, on a une majorité de jeunes qui sont prêts à accepter un salaire inférieur à 5% si leur entreprise est à moins de 15 minutes de chez eux pour passer de ces sphères. C'est pour ça que le télétravail a ce succès, mais pas un télétravail complet, qui est peut-être vu comme une sorte de poison délicieux, où on perd les repères, où on perd ces notions de collectif et d'ambiance de travail, qui est, bien sûr, la rémunération est absolument centrale. Mais je suis frappé de voir que d'autres dimensions émergent. Un des premiers leviers d'envie de mobilité d'une entreprise à l'autre chez les jeunes cadres, c'est devenu l'ambiance de travail. Et puis, de manière plus large, on a un regard sur l'entreprise du côté des jeunes qui a changé. Dans les enquêtes Nouvelle Vague des années 80, le mot le plus rejeté, c'était le mot entreprise. Maintenant, je dirais que en fait, la vision est complètement désidéologisée. Quand on regarde ce qui s'est passé, prenons un exemple plus politique. En 2002, Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, est invité à l'université d'été du MEDEF. Au lendemain de cette visite qui suscite des cris d'orfraie à gauche, il s'effondre chez les jeunes. On n'a plus du tout cette vision-là. Et c'est vrai que autant le livre s'appelle La fracture, et il révèle des fractures, autant sur la question du rapport au travail, on a une jeunesse qui donne le là, et même qui prend le lead sur la question de la place du travail par rapport à d'autres choses. Il y a un chiffre IFOP qui a beaucoup frappé il y a quelques semaines où on demande si le travail est très important dans sa vie auprès de l'ensemble des salariés français par rapport aux années 90. La part du très important
a reculé d'une trentaine de points. Et puis, je le disais, sur cet équilibre, vie privée, vie professionnelle, cette jeunesse qui veut évoluer d'une sphère à l'autre. Là, la jeunesse est plutôt diffusionniste, je le disais, et est plutôt en initiative. Alors on va y consacrer quelques minutes parce que je souhaiterais qu'on garde une bonne vingtaine de minutes pour échanger avec les jeunes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en introduction, mais je voudrais qu'on y revienne quand même 30 secondes. C'est effectivement ce rapport aux institutions. Et j'aurais tendance à dire aux institutions de manière d'ailleurs beaucoup plus large même que le personnel, simplement le personnel politique. Il y a un vrai désamour du politique, vous l'avez évoqué, plus de 40%, on l'a vu aux dernières élections, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a une perte de quelque chose. Est-ce que dans votre livre, on voit des éléments, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils vont chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent plus dans cet environnement-là, dans ce désamour du politique? Si on reprend notre discussion sur l'ambivalence que vous mettiez en avant, Claude, sur le collectif individuel, il y a une déclin de la croyance du collectif et dans la capacité du collectif à changer les choses. Ça touche les politiques de plein fouet. Je parlais de ces 41% d'abstention à l'élection présidentielle, mais au-delà du chiffre, qui est quand même très très fort, je le répète, il est déjà arrivé que les jeunes votent plus que la moyenne au premier tour d'une élection présidentielle, au second tour en 2002. Mais ce qui me frappe, c'est quand on interroge les jeunes sur pour quelles raisons n'ont-ils pas voté? Et il y a une logique qui émerge et qui est maintenant presque prépondérante, c'est la logique que j'appelle de vanité du vote. Voter, c'est vain. Voter, c'est inutile. À quoi bon voter? Cet aquabonisme, c'est le reflet d'une sorte d'histoire que font les jeunes qui ont vu, et beaucoup de Français sont sur cette logique-là, il n'y a pas que les jeunes, sur des quinquennats qui ont échoué, des problèmes qui les touchent très fortement, qui ne sont pas résolus. Je parlais du climat. J'ai été frappé par un verbatim d'une jeune fille de 25 ans qui racontait que 10 ans avant, elle avait donc 15 ans, elle entendait sa mère se plaindre du fait qu'elle a été moins bien payée, moins bien considérée dans son entreprise que ses collègues hommes. Et elle dit, 10 ans après, rien n'a changé. Cette crise du politique, ce n'est pas une logique de tous pourris, contrairement à ce qu'on croit, même s'il peut y avoir un regard très sévère de la jeunesse là-dessus, mais une logique du tous impuissant à régler les problèmes. Et ce qui est très inquiétant, c'est que jamais les comportements électoraux entre jeunes et moins jeunes ont été aussi dissemblables. Et on entre dans une période grise, puisque nous entrons dans un désert électoral, pas d'élection en 2023, une élection européenne qui est à part en 2024, pas d'élection en 2025, on n'aura pas d'éléments d'objectivation, de voir est-ce que c'est un accident de l'histoire, ce que malheureusement je ne pense pas, ou est-ce que c'est une tendance lourde avant 2026, les élections municipales. En 2 minutes, Audrey, est-ce que l'entreprise peut être un refuge ou un substitut? Parce qu'on entend... Clairement oui, mais je vais laisser Audrey répondre. Voilà, c'est ça, c'est ce que c'était dans le bouquin. Non, moi, je pense que l'une des clés, c'est le rapprochement entre le monde privé et le monde public. Qui est plus poreux. Hein. Voilà. Maintenant, en entreprise, ce qu'on voit, ce qui fonctionne, en tout cas ce qui résonne, c'est l'engagement. Et donc, certaines entreprises, j'ai illustré avec une coopérative, mon groupe, on voit que le sens, l'engagement résonne par rapport aux jeunes générations. Maintenant, tout à l'heure, je parlais de ce que les jeunes attendent ou ce que les salariés attendent de leur structure, mis à part ce que j'ai développé sur la rétribution. Ce qui ressort, c'est les efforts que réalise l'entreprise sur la transition environnementale, sur l'inclusion. C'est ces deux thématiques qui sont importantes dans le choix d'une structure. Ah ben écoute, oui, je donne seulement un chiffre qui illustre ce que Audrey vient de dire. Pour la première fois dans une enquête européenne de l'IFOP, quand on a demandé quels sont les acteurs les plus à même d'agir efficacement sur la question du climat auprès de l'ensemble des salariés, les entreprises sont arrivées devant les élus et les sphères politiques. Ok. Eh bien écoutez, je vous propose, c'est bon, il nous reste 20 minutes, c'est parfait. On va accueillir nos 3 jeunes étudiants. Je pense qu'ils sont en coulisses, ils vont nous rejoindre tout de suite. Je vais vous demander de les applaudir parce qu'ils ont un petit peu... Alors, je vais vous demander peut-être très rapidement de vous présenter, comme ça ce sera encore plus simple. On m'entend? Ok, parfait. Moi, Hugo Broglie, du coup, étudiant en 3e année de bachelor à HEIP.
Et voilà, je ne sais pas s'il faut que j'en dise plus sur moi, mais je suis très content d'être là et je vous remercie de nous... Ah oui, il nous a dit qu'il était ravi. Voilà, merci. Lou, Enchantée, Lou Chrétien, pareil. On est tous dans la même classe, on étudie les sciences politiques et on est vraiment très intéressés pour vous poser des questions sur notre jeunesse et son évolution. Sofiane. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Sofiane Amil et tout comme Lou et Hugo, je suis très intéressé par le fait de vous poser des questions pour éclaircir justement tous les contrastes de cette jeunesse. Ok. Alors, je ne sais pas si on va y arriver dans les 20 minutes qui nous restent, mais on va quand même essayer un tout petit peu. Peut-être, Lou, un petit mot sur l'école, sur le sigle HEIP. Alors, on est en Ils haute sont là en études plus, hein. internationales et politiques. Donc, on étudie vraiment tous les enjeux sociétaux, de la géopolitique et les sciences politiques en général. Et on est une nouvelle, on va dire, peut-être force, je pense. Et on va vous le montrer. Alors, peut-être première chose, on a préparé ensemble, hein, on fait les choses très très sérieusement, mais ce qu'on ne savait pas, c'est ce qui allait être dit pendant cette table ronde, ce qui s'est dit avant, avec peut-être Cynthia Fleury et Jean-Yves Blais, et avant même avec effectivement Charles Pépin en particulier, et sur la question de la vérité. Est-ce que vous avez une première petite réaction sur ce que vous avez entendu ? Moi, je dirais que, je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense je pense que je partage. Après, moi, je représente, comme je disais tout à l'heure en loge, la jeunesse, disons vieux jeu. Mais je vais quand même essayer de me tenter à l'exercice. Mais moi, du coup, par rapport à tout ce que vous avez dit, ça me fait surtout penser à une question qui m'est chère, c'est la question du sens. Et du coup, je voulais revenir sur une petite citation de Charles Péguy qui disait que la pénurie du sacré est la marque la plus profonde du monde moderne. Et pensez-vous que ce manque décrit par Péguy se ressent dans la jeunesse, et s'il se ressent, sous quelle forme? Alors, est-ce que vous avez envie de répondre là? Donc, c'était un peu le. C'est pas la question la plus facile, mais. C'est pas la question la plus facile, oui. Mais c'est intéressant cette notion de perte peut-être de sens que vous évoquiez autour du sacré. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en dites, Audrey? Ça reprend ce que j'évoquais tout à l'heure sur le sens. Aujourd'hui, tout le monde parle de sens, la recherche de sens dans l'entreprise. Sauf que moi, ce que j'interroge, et vraiment c'est ce que je vois dans nos entreprises à travers la NDRH, c'est que déjà les basiques de la gestion du people en entreprise sont-ils réalisés, sont-ils correctement réalisés? J'interroge ça. Et sur le sens, il me semble que un des rôles majeurs qui peut donner le sens, c'est le manager. Le manager, pendant cette période de Covid, a été totalement transformé. Oui, il a transformé son rôle. Ouais, son rôle a été transformé. L'organisation du travail a été transformée. Les espaces de travail ont été transformés. Et le manager a vraiment du boulot. Et nous, RH, notre rôle, c'est de l'aider à se transformer. Et c'est en partie lui, l'entreprise, bien sûr, les valeurs de l'entreprise, la mission de l'entreprise, bien sûr, mais au plus près du salarié ou au plus près du jeune qui arrive dans l'entreprise, c'est son manager qui a, de mon point de vue, un rôle majeur. Alors, peut-être, je sais que vous allez réagir, Frédéric, mais je voudrais réinciter sur un mot qui me semble clé. Il a parlé de sacré. Je pense que c'est là-dessus. Hein, voilà, j'allais pas réagir sur la dimension entrepreneuriale, Audrey est plus compétente que moi, mais sur la partie peut-être plus politique, sacrée, croyance religieuse. Justement, dans l'enquête Nouvelle Vague que l'on a menée pour ce livre qui a repris des questions antérieures, jamais nous avons enregistré autant de jeunes qui nous disaient la religion est quelque chose de très important pour moi, avec un clivage de genre, notamment chez les jeunes filles. Jamais on a eu aussi une difficulté aussi forte, et c'était mon point de départ quand j'ai parlé de l'affaire Samuel Paty, à distinguer les choses, notamment sur la question du droit au blasphème, parce qu'une énorme majorité de jeunes, et on est à plus de 80%, considèrent, notamment les plus jeunes, notamment les jeunes filles, notamment les lycéens, il ne faut pas se moquer des religions afin de ne pas offenser les croyants. C'est le livre de Caroline Fourest, Génération offensée. On a un rapport aux religieux qui a changé. Une part
de jeunes qui déclarent croire en Dieu, qui revient au niveau que l'on enregistrait dans les années 50, et cette religion, mais aussi, hein, on a eu des indicateurs. Il y a eu une note de l'IFOP à la Fondation Jean Jaurès qui a beaucoup fait de bruit sur la voyance, sur les superstitions, l'ouverture, la perméabilité aux théories complotistes. On a des jeunes en manque de repères qui ont envie de croire. Malheureusement, le paradoxe par rapport à la quête de sens et à la perte de sens, c'est ça. Et oui, ça rejoint ce qui a été dit sur la perte de sens. Oui, tu voulais réagir? Non, c'était pour le remercier. Ok. Lou, petit point d'observation sur ce que vous avez entendu, et puis peut-être une première question que vous avez envie de leur poser. Moi, je pense que c'est très intéressant justement d'écouter l'ambivalence que vous pouvez avoir en parlant de la jeunesse, que ce soit dans le monde plutôt politique ou du monde du travail. Mais est-ce que vous vous y retrouvez, pardon, très honnêtement? Vous dites non, moi je sais très exactement ce que je veux. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je suis mitigée. Mitigé, D'un sens, c'est-à-dire je le suis, mais pas tout le temps. Dans le monde du travail, par exemple, je me questionne beaucoup. Je me demande justement comment vous mettez ce sens en place pour les jeunes avec toutes les disparités que la jeunesse connaît. Mais aussi, autant sur le plan politique, Frédéric, j'ai vu que vous parliez de la laïcité, notamment que la jeunesse n'était plus du tout Charlie. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous entendiez justement, pourquoi on ne serait pas autant considéré par ces attentats terroristes que par vous? Alors, je vais répondre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sondage? Ça donne des pourcentages. Derrière, il y a des gens, et même si vous avez un chiffre très très important qui dépasse les 80%, moi j'ai dit toujours, on n'est pas sur une logique électorale où malheur à celui qui est en dessous des 50% et bonheur et joie pour celui ou celle qui l'a emporté. Il faut regarder toutes les différentes proportions. Pourquoi cette jeunesse ne me semble pas Charlie? J'en parlais un petit peu tout à l'heure. C'est que sur la question, par exemple, du principe laïque, la question de la laïcité, jamais la définition qu'en fait le grand public et qu'en font les jeunes a été aussi dissemblable. Et là, on ne peut pas nous dire vous avez imposé des définitions. Pour cette question-là, on a posé une question ouverte. C'est-à-dire qu'on n'a pas suggéré de réponse. Quand on interroge les personnes de plus de 35 ans, on va dire, la question qu'est-ce que c'est que la laïcité? C'est la séparation du politique et du religieux, et c'est faire reculer l'influence des religions. Chez les jeunes, c'est la liberté de conscience, et c'est assurer l'égalité et la visibilité de toutes les religions, y compris des minorités religieuses. C'est un peu l'image McDo, venez comme vous êtes. Alors, je ne vais pas revenir sur la question du voile, on est là-dessus jusqu'au cou, si je puis dire, mais sur cette question-là, je ne suis pas là pour juger, mais on a des visions de la laïcité différentes, ce qui fait qu'on a un regard sur les caricatures, et on en vient à Charlie Hebdo, qui est très dissemblable entre jeunes et moins jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie des jeunes qui ne sont pas Charlie. Peut-être élément de réponse en complétant, en se disant peut-être que ce que vous appelez, vous me dites, un loup, autour de la quête de sens, il y a ce que Charles Pépin a évoqué autour des valeurs, choses comme ça. Mais est-ce qu'on se met d'accord, hein? J'ai entendu tout à l'heure qu'il nous disait, c'est important de les repenser ensemble, de les reconsidérer les uns et les autres. Est-ce que l'entreprise prend ce temps-là? Pour moi, avoir travaillé un peu dans ce monde-là, on est tous d'accord sur l'authenticité, la vérité, en fait, c'était encore quoi que la vérité, hein, j'ai cru comprendre, c'était pas si simple que ça. Mais je veux dire, on énonce des valeurs. Est-ce qu'on est assez assurer qu'on y met les mêmes choses à l'intérieur? Et est-ce que l'entreprise fait ce travail avec ses collaborateurs? Alors, il y a une différence entre l'avant-Covid et l'après-Covid, où tout a été modifié, l'organisation, gestion managériale, etc. Et ce qu'on a constaté ou ce qu'on a dit vraiment à ce moment-là, c'est qu'on ne retournerait pas sur la vie d'avant. Maintenant, en effet, il y a certaines entreprises aujourd'hui qui pensent encore que revenir sur un modèle hiérarchique hyper très très descendant, ça peut encore marcher. Ce qu'on voit dans les faits, c'est que pas forcément. Et les jeunes générations, on l'a vu avec le Covid, ils attendent de pouvoir travailler dans une organisation plus flexible, sur un lieu peut-être adapté, avec une gestion managériale en effet plus participative. Donc c'est ça qu'on voit, nous, dans nos entreprises. Voilà, il y a un enjeu effectivement pour les entreprises. Sofiane, une remarque générale et puis peut-être une question? Oui. Et puis on va essayer de faire une réponse courte parce qu'ils ont encore des questions à vous poser. J'aimerais bien qu'on puisse en profiter.
Donc, Audrey, je voulais vous poser cette question. En constatant qu'aujourd'hui, le désaveu des jeunes vis-à-vis du monde du travail est très grand, selon vous, qu'est-ce qui fait ce désaveu? Et pour y remédier, il faudrait reconnecter les jeunes à la volonté de travailler. Mais comment faire? Et ceci en 2 minutes 50, donc esprit de concision, cher Audrey. Je pense. Est-ce que vous partagez d'abord, c'est intéressant ce débat, vous partagez cette notion de désaveu du travail? Pas tout à fait. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui dans nos entreprises, c'est qu'on a pénurie de main-d'œuvre. On a du mal à trouver nos profils dans tous les métiers, je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les secteurs géographiques, dans tous les secteurs business. Donc, les entreprises se questionnent. Et les entreprises, aujourd'hui, elles doivent encore faire un effort pour adapter les organisations. Et c'est pour cette raison que, je l'ai dit tout à l'heure aussi, de plus en plus d'entreprises vont vers les entreprises à mission pour montrer à cette communauté que l'entreprise s'engage. Maintenant, il y a une histoire d'authenticité dans cette aventure. C'est que si les valeurs de l'entreprise ne résonnent pas avec ou ne sont pas tout à fait en adéquation avec ce qui se passe réellement dans les entreprises, alors ça se voit. Ça se voit sur Instagram, ça se voit sur LinkedIn, ça se voit sur les sites emploi, ça se voit dans les cabinets de recrutement, dans les écoles, parce que les informations circulent. Et donc, quand on détermine une politique ou quand on s'engage sur telle ou telle action, alors les entreprises, il faut que ça soit sincère. Sinon, en effet, ça ne marche pas et ça donne ça. Allez, rapidement, peut-être, est-ce qu'une deuxième question, peut-être Lou, une deuxième question ou pas, ou non? Pourquoi pas. Je voulais justement revenir, vous l'avez fait avant moi, sur l'intervention de Charles Pépin, qui parlait de la pression que les jeunes portent sur la réussite. Et justement, en tant que présidente de la NDRH, comment envisagez-vous d'intégrer cette jeunesse qui a une pression de la réussite? Et pensez-vous que c'est un fléau pour elle de perdurer justement ce poids? Alors, à la NDRH, on a justement des jeunes pros RH qu'on essaye de chouchouter puisque c'est notre relève, la relève de demain pour les RH. Donc, on essaye de les accompagner, de les réunir, de les alimenter sur les sujets qui nous semblent importants dans le monde du travail. Ça, c'est une chose pour les jeunes RH. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que les entreprises se sont énormément mobilisées pour intégrer les apprentis dans un moment difficile pendant les périodes qu'on a vécues, où on a vu des collectifs d'entreprises se mettre ensemble pour justement donner de l'info à destination de jeunes pour leur dire venez dans mon entreprise, je propose de l'apprentissage et je vais vous aider à rentrer dans la vie active en vous accompagnant. Et cette notion d'apprentissage est quelque chose très très, enfin, et peut être clé, ouais, essentiel, merci, et dans tous les métiers également. Okay. Cette notion de pression, ça c'est important. Moi, je vais un peu nuancer ce que vous dites parce que par rapport aux enquêtes passées, puis moi, ce que j'ai vécu, parce que j'étais jeune à une époque, j'ai pas l'impression que la pression soit plus forte maintenant. La jeunesse des années 80 qu'on interrogeait, elle était face à un chômage de masse qui n'est plus le cas aujourd'hui. Un Premier ministre lui disait si vous êtes au chômage, vous n'avez qu'à créer une entreprise. C'était Raymond Barre. Alors aujourd'hui, ça paraît comme une idée géniale, mais en 80-81, c'était pas du tout vu comme cela. On lui promettait des trucs, puis après des emplois jeunes. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a certes une jeunesse qui ne lie comme jamais, comme je le disais, la réussite personnelle à la réussite professionnelle, mais une jeunesse, alors bien sûr, une certaine jeunesse qui a les moyens de le faire, est sur une logique de plus grande légitimité ou plus grande acceptabilité de son entourage personnel et professionnel de carrière
discontinues. La tentation de Venise, le grand départ, changer de métier, la fin de la linéarité des carrières, c'est des vraies ruptures par rapport aux jeunesses passées, ce qui n'empêche pas, on parlait tout à l'heure en coulisses de la pression de Parcoursup et de ce que ça peut faire subir à certains jeunes qui n'ont pas tout de suite leur affectation, mais j'ai pas l'impression que de ce point de vue-là, la jeunesse soit en rupture par rapport aux jeunesses passées. Là où il y a une vraie rupture, c'est le fait que oui, la question salariale est toujours centrale, mais moins centrale que par le passé, même si ce qui aujourd'hui est vécu par les Français et par les jeunes comme la plus grande injustice, ce n'est plus être au chômage, parce que il y a cette question des emplois non pourvus, il y a la question de l'assistanat. L'injustice, c'est le travail qui paye mal. Et ça peut mobiliser une nouvelle saison, si je puis dire, des Gilets jaunes. Il y a une jeunesse qui, de ce point de vue-là, est différente sur le rapport au travail, l'intérêt au travail, le rapport au management, qui là, je vois plus de rupture que la question de la pression. Voilà, le temps passe. Est-ce qu'il y a juste un petit mot, peut-être pas une question, un petit mot, un petit commentaire que vous avez envie de faire? On a 30 secondes. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va tous, désolé sans vous, se retrouver en coulisses et vous allez devoir répondre à leurs questions. On va s'y engager quand même. Avec plaisir. Un petit commentaire ou pas pour celui qui est vieux jeu là? Oui, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Non, je partage complètement l'avis, notamment comme on disait sur Parcoursup, avec toutes les nouvelles technologies qui en fait font vraiment pour le coup des fractures dans le rapport, que ce soit au travail, à la sociabilité, enfin dans la majorité des domaines, entre la jeunesse et même entre la jeunesse elle-même, mais encore plus avec ses aînés. Donc ça laisse supposer que vous avez l'impression que quand même, j'allais dire les adultes vous comprennent un peu? Ou vous partagez cette notion de rupture? Les adultes nous comprennent sur beaucoup de sujets, mais je pense que sur d'autres aussi, ça n'est pas le cas et qu'il y a une vision complètement différente. Allez, peut mieux faire. On vous applaudit. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous.